Deuxièmement, la question suivante, Andrei, serait celle des concessions territoriales. Et voici la carte, Andrei. La carte que l'on voit essentiellement dans les médias grand public en Occident. Ouais, c'est la carte qu'il montre. Tout ce qui vient des médias traditionnels dominants en Occident ou qui passe par eux, c'est de la propagande et des absurdités. Donc il y a des gens qui diffusent ces récits. Voici la deuxième carte, Andrei. Nous voyons sur cette carte, tu sais, depuis Odessa puis Mykolaïv, en remontant jusqu'à Kharkiv au nord. C'est la zone tampon que la Russie envisage en ce moment, selon toi. Eh bien oui, la Russie y réfléchit en premier. C'est toujours une question de planification de contingence, et il existe toutes sortes de plans, vous savez, toutes ces enveloppes dans ces coffres ultra secrets. Mais c'est l'un des scénarios, évidemment. Comme cela a déjà été dit, et comme Repkov l'a répété, il n'y a aucune négociation concernant les territoires russes. Point final. C'est mort-né. Et en ce qui concerne la zone tampon, écoutez, c'est le plus haut niveau du jeu géopolitique. Si vous savez que le processus a déjà commencé, que la machine est lancée, d'accord, et que vous pouvez prévoir, les Russes ne le peuvent pas toujours, mais la plupart du temps ils ont raison sur le plan stratégique. Vous pouvez prévoir qu'une fois la machine lancée, faut-il continuer à la pousser ou simplement la laisser descendre la pente, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible. Ce qui signifie, bien sûr, que dans ce cas, l'Ukraine cessera probablement complètement d'exister telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle sera réduite, si elle subsiste encore, à la partie occidentale de l'Ukraine, qui sera partagée entre la Pologne, la Hongrie et d'autres régions. Mais c'est principalement Kiev et Tchernihiv, tous ces oblasts, cet ensemble de ce qui était autrefois, vous savez, traditionnellement considéré comme l'Ukraine. Le reste, eh bien, la Russie a déjà pris ces oblasts. Et après cela, il s'agira probablement d'une sorte de confédération, comme nous en avons déjà discuté. À un certain moment, les habitants d'Odessa, par exemple, si les Russes ne la prennent pas, voteront simplement officiellement pour la sécession et rejoindront la Russie, comme cela s'est passé avec ces 4 anciennes républiques, Zaporojie, Kherson, Donetsk et Lugansk. Ce scénario est donc certainement en jeu, et on peut supposer que c'est l'un des principaux. Les Russes prendront-ils Nikolaïev? C'est possible. Je ne sais pas. C'est bien ça. Je ne sais pas. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, et encore une fois, je le cite, il l'a dit il y a environ une semaine, cela a fait le tour du monde. Nous pouvons le faire de l'une ou l'autre manière. Nous pouvons le faire pacifiquement ou nous pouvons le faire militairement. Cela nous est vraiment égal. Et lorsque vous avez M. Driscoll, le secrétaire de l'armée des États-Unis, déclarant hier que la Russie peut le faire indéfiniment, infiniment, simplement continuer ce qu'elle fait. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je vois l'infanterie russe déjà dans le bâtiment administratif principal de l'ancien Pokrovsk, c'est Krasnoarmeysk. Et ils disent, eh bien, nous ne voyons rien. Parce qu'en gros, ces derniers jours, ils ne faisaient que nettoyer les bâtiments restants. Vous savez, c'est totalement sous contrôle, et cela va continuer. Leur ratio est d'environ 1 pour 30. Donc oui, les Russes peuvent continuer toute la journée. Mais c'est la guerre qui, de toute évidence, n'a pas été étudiée dans l'ensemble de l'Occident depuis 80 ans. Qui estime la corruption externe pour Andrei? Je n'arrive pas à croire que tout tourne autour de Zelensky et de Yermak. Il a là-bas une petite industrie parallèle, des profits annexes, tu vois, avec sa fille, l'entreprise qui fournit je ne sais quoi à l'Ukraine. Ce sont toutes sortes de schémas de blanchiment d'argent totalement corrompus. Et donc quand les gens disent « Oui, je suis d'accord avec toi, Zelensky n'est que, tu sais, le point final, le point terminal,
du blanchiment d'argent, de la corruption et de ce genre de choses. C'est l'Union européenne. Écoute, regarde-les. Vois-tu une personne normale dans le système politique européen? Non. Ils sont tous corrompus ou idiots, comme Kaja Kallas. Mon Dieu, c'est une idiote. Je veux dire, il faut être idiot et totalement corrompu pour arriver au sommet. Tu vois, comme von der Leyen. C'est une imbécile, mais elle est aussi corrompue. Elle gagne probablement beaucoup d'argent, un paquet de fric, avec ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, y compris aux États-Unis, pour s'assurer que ce pays continue d'exister sous une forme ou une autre, parce que c'est comme ça qu'ils en vivent. Donc dans ce cas, Zelensky n'est qu'une partie du problème. Mais la chaîne alimentaire si l'on veut, est très vaste, vraiment énorme en fait. Et qui sera spécifiquement désigné en matière de corruption? Je suis presque sûr, c'est de la spéculation bien sûr, mais je suis presque sûr que von der Leyen en fera partie. La Commission européenne, une bande de bureaucrates, il suffit de les regarder, ce sont des types corrompus, voilà ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas comment gérer les choses. La seule chose qu'ils savent faire, c'est voler. C'est la seule manière. Et c'est pareil pour Washington, D.C. Voici ce qu'a déclaré Wonderland. La Commission européenne prépare un texte juridique pour la saisie de 140 milliards de dollars d'actifs russes au profit de l'Ukraine. Est-ce pour poursuivre la guerre en Ukraine? Est-ce pour la reconstruction de l'Ukraine? Qu'est-ce que c'est? Non, je veux dire Wonderland, c'est une idiote complète. Elle ne sait faire que des déclarations grandiloquentes. Ils veulent évidemment cet argent. Ils pensent encore pouvoir, d'une manière ou d'une autre, maintenir l'Ukraine comme, tu sais, une épine dans le flanc de la Russie. Parce qu'ils sont incompétents et ignorants en matière de géopolitique appliquée, sans même parler de stratégie militaire. Von der Leyen ou quiconque à la Commission européenne ou au Parlement européen n'a aucune idée de ce qu'est une vraie guerre, de ce qu'elle exige, ni de la manière dont les stratégies se construisent. Ils sont tout simplement incompétents. Et encore une fois, la plupart de ces gens sont des juristes. Elle, c'est une gynécologue, une spécialiste des soins aux enfants. Donc oui, je veux dire, c'est une belle profession, qu'on ne se méprenne pas. Mais le fait est qu'elle est une imbécile. Vous savez, elle est là simplement parce que, eh bien, elle a ses parents SS. Donc elle déteste les Russes jusqu'à la moelle. Pour elle, c'est une sorte de question métaphysique, si vous voulez. Elle veut simplement que les Russes disparaissent. C'est l'un des moteurs qui la pousse, comme pour la plupart, pas tous, mais la plupart des Européens. Ils n'aiment pas les Russes. Donc vous avez ce genre de coalescence, vous savez, ces influences qui se rejoignent en un seul vecteur, si l'on peut dire. Ainsi, 140, évidemment, le chiffre du jour était que déjà 30 milliards de dollars ont été volés et utilisés pour soutenir le régime nazi de Zelensky. Donc, on peut s'attendre à tout de la part de ces gens-là. Comme je l'ai déjà dit, la plupart d'entre eux sont des criminels de guerre. Von der Leyen serait, si les Russes atteignaient un jour Bruxelles, ce qu'ils ne veulent pas vraiment d'ailleurs, mais si cela arrivait, et si elle ne parvenait pas à s'échapper, elle serait, vous savez, accusée de crimes de guerre, emprisonnée et condamnée à mourir en prison, comme la plupart des criminels nazis après Nuremberg. Donc oui, ils veulent voler cet argent. Évidemment, ils ont leurs propres intérêts financiers. Une fois qu'ils auront volé cet argent, ils s'enrichiront probablement encore davantage. Mais ensuite, la Belgique s'est soudain rendu compte. Oh non, nous ne voulons pas faire ça. Alors maintenant, l'Italie, parce que, disons-le ainsi, les Russes possèdent, selon la manière dont on calcule, jusqu'à 1000 milliards de dollars de biens européens qui ne sont toujours pas gelés. Ils sont en quelque sorte en réserve. Les Russes ne les ont pas encore nationalisés, mais ils le feront si la situation l'exige. Donc oui, c'est simplement du donnant-donnant, si vous voulez.
André, penses-tu qu'il existe la moindre preuve qu'ils prendraient en compte les répercussions d'une telle saisie s'ils allaient dans cette direction avec d'autres pays? Tu sais, tout le monde observe l'ensemble de l'Occident collectif, en ce moment. S'ils peuvent faire ça à la Russie, ils nous feront tout, tu vois? C'est pour ça qu'ils détruisent tout le système. Plus personne ne veut d'eux. Oui, ils l'ont déjà détruit. Ces gens-là, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des barons voleurs, en gros, des voleurs, toutes sortes de déviants. Ce ne sont pas des gens normaux. Beaucoup d'entre eux sont carrément des psychopathes ou des sociopathes. Von der Leyen, c'est une psychopathe, évidemment. Elle est obsédée avec ces autres personnes du gouvernement allemand. Je veux dire, grattez un Allemand et vous trouverez quelqu'un dont le grand-père a combattu dans la Wehrmacht ou la SS, vous voyez? Donc il y a une sorte de, vous savez, bonne tradition familiale consistant à entretenir cette haine des Russes. Et pourquoi cela nous surprendrait-il? Et regardez l'administration Trump, c'est le chaos total. Les États-Unis sont actuellement ingouvernables. Ce n'est pas seulement que les deux partis sont corrompus, c'est un parti unique. D'accord. Nous savons qu'il n'y a plus vraiment de gauche. Il n'existe plus de parti de gauche aux États-Unis. Ce ne sont que des déviants et des psychopathes néolibéraux, des maniaques génocidaires. Il en va de même pour les républicains. Et donc, c'est tout le système. Il est en train de se déchirer. Et nous observons en temps réel l'effondrement de l'Occident. Et ce n'est pas comme si on disait « Oh, il va s'effondrer ». Non, non, non. Nous sommes déjà dans ce processus. Évidemment, certaines personnes ne s'en rendent pas compte parce qu'elles vivent leur vie quotidienne, vont au magasin, conduisent, font ce genre de choses, élèvent leurs enfants, essayent simplement de les éduquer et tout cela. Mais la réalité, c'est que regardez l'Europe, c'est fini. Elle va devenir un enfer du tiers-monde. Elle est déjà en train de le devenir. Et cela va empirer encore. Et comme je l'ai déjà dit, je ne souhaite pas que les Européens en arrivent là. Mais pour la majeure partie de l'Europe continentale, les soupes populaires se profilent à l'horizon, car c'est la direction que tout prend. Et ils essaieront de tout faire, y compris de voler les 140 milliards de dollars à la Russie et de s'emparer de l'argent des autres pour prolonger tant bien que mal leur agonie. Mais l'Europe est en agonie, tout comme Washington, D.C. Et c'est ce que nous observons. Cette, comme vous dites, folie, une folie totale. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'anéantir eux-mêmes les fondements mêmes qu'ils prétendaient défendre. Ce qui, dans une large mesure, était vrai. L'état de droit, la démocratie, et ainsi de suite. Plus personne de sensé n'y croit aujourd'hui, sauf quelques-uns qui veulent simplement y croire. André, l'un des points du document concerne l'amnistie pour les crimes de guerre. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Michael Hudson, et ce qu'il soulignait, c'est que la Russie, à la suite de tout règlement avec l'Ukraine, souhaite quelque chose comme les procès de Nuremberg. C'est déjà en place. C'est déjà établi, le tribunal pour les crimes de guerre. Ce n'est pas seulement à propos de Butcha, André. C'est aussi à propos de la région de Kherson. Non, non, non. C'est leur base pour l'opération militaire spéciale. C'est leur tribunal pour les crimes du régime nazi à Nuremberg, à Kiev. Et puis bien sûr, une fois que tout cela sera réglé, il y aura de nombreuses personnes en Occident qui seront inculpées par contumace pour les crimes de guerre qu'elles ont commis. Il y a beaucoup de gens de la CIA, du MI6 et d'autres organisations de ce type qui ont, vous savez, du sang sur les mains. Pas qui s'en soucient vraiment. Ce sont des psychopathes qui prétendent être des gens intelligents. Mais, enfin, le fait est que, oui, il y aura beaucoup de personnes concernées, y compris dans les médias. Vous savez, la plupart des médias traditionnels en Occident, ce sont des criminels. Ils ont du sang sur les mains. Il y a des gens qui sont, enfin, des sous-humains, en gros.
C'est ce qu'ils sont. André, l'autre point serait le suivant. Comment la Russie réagirait-elle? Puisque l'un des éléments clés du document, encore une fois, est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Quelle est votre vision du concept même de l'OTAN? Vous savez, récemment, il y a 3 jours je crois, nous avons entendu l'ambassadeur d'Iran en Russie, et il semble qu'il discute d'une sorte de pacte de défense. Alors, selon vous, quelle serait la solution appropriée pour l'OTAN aujourd'hui? Le corps essaie de faire conclure. Je ne vois pas l'Ukraine continuer à se battre dans 2 ou 3 ans, parce qu'elle n'a pas. Et les États-Unis commencent à être quelque peu épuisés par la guerre en Ukraine, car ils constatent que cela ne leur apporte rien. Du moins, ils peuvent le voir maintenant, avec l'administration Trump. Mais comment voyez-vous le concept même de l'OTAN? Que devrait-on faire? Pensez-vous que la dissolution du pacte de Varsovie a été l'un des principaux problèmes qui ont engendré ce type de situation? Ou quel est l'avenir? Comment s'opposer à l'OTAN? Non pas en l'attaquant, mais en ayant une sorte de moyen de dissuasion contre elle. Eh bien, l'OTAN est un mort en sursis. L'OTAN est un euphémisme pour désigner la puissance militaire américaine, qui a été grossièrement exagérée, grotesquement même. Mais oui, une fois que les États-Unis se retireront, ce qui est déjà en cours, l'Europe pourra faire ce qu'elle veut. Je veux dire, les Russes ont déjà déclaré les frontières de 1987. Revenez en arrière, cela ne nous importe pas. Vous pouvez créer ce que vous voulez, parce qu'évidemment, comme je ne cesse de le dire, il y a des gens qui s'occupent de la prévision stratégique, sur les plans militaires et économiques, à l'état-major général par exemple. Ils y ont un vaste département, une direction qui traite des questions économiques liées à la guerre, aux technologies et à ce genre de choses. Alors, ils savent ce qu'est l'Europe. Ils savent qu'ils ne peuvent rien produire sans, vous savez, se ruiner eux-mêmes. Donc, quoi qu'ils veuillent faire, qu'ils le fassent. Les États-Unis savent que la seule façon de maintenir au moins l'apparence d'une véritable grande puissance est de rendre l'Europe totalement dépendante de la puissance, des armes et des affaires américaines. C'est évidemment l'un de leurs objectifs. Je ne dis pas que c'est délirant. Il y a un noyau rationnel de vérité là-dedans. Mais cela ne sauvera pas les États-Unis de la manière dont les États-Unis essayent de se sauver eux-mêmes, si l'on considère que l'administration Trump sait ce qu'elle fait, ce qui n'est pas le cas. Ce que nous avons ici, c'est que les Européens ne seront pas capables de construire seuls des armes modernes qui ne soient pas obsolètes ou mortenées. Je veux dire, les Allemands peuvent se taper la poitrine autant qu'ils veulent, mais le fer et le métal ne suffiront pas à produire un char de classe mondiale. Ils ne pourront pas en fabriquer en quantité suffisante. Oui, Sergei Chemezov, le directeur de Rostec, a déclaré hier dans une interview qu'ils produisent davantage que l'ensemble de l'Occident réuni, y compris les États-Unis. Et cela de plusieurs ordres de grandeur. Les Européens en sont incapables. Alors ils peuvent jouer à tous les jeux qu'ils veulent, mais j'ai cette expérience quasi médico-légale, si l'on peut dire. Demandez aux Allemands de produire un seul sous-marin à propulsion nucléaire, et vous verrez alors comment le fond de leur économie s'effondre. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas, il ne s'agit pas d'un groupe célèbre, d'armes et tout ça. Non, nous vivons au XXe siècle. Il faut tout un environnement militaire capable de produire tout, de l'électronique aux constellations de satellites, tout ce qui compose le système, un système très complexe. L'Europe ne l'a pas, et elle ne l'aura pas, car évidemment, plus on en parle maintenant, et plus les choses vont dans ce sens, plus leur coût énergétique continue de grimper. Et comme nous le savons, la base de tout, dans nos vies, y compris nos corps, c'est l'énergie.
foundation of everything in our life, including our bodies, is energy. Europe doesn't have any. L'Europe n'en a pas. Elle dépend totalement soit des États-Unis, soit de la Russie, qu'elle a coupée. Très bien. La Russie a dit, vous n'en voulez pas. Très bien. Faites comme vous voulez. Dépendez d'eux. C'est pourquoi les États-Unis pensent aussi que s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à changer le régime de Maduro au Venezuela, ce qui reste très incertain, alors peut-être que quelque chose évoluera. Nous avons donc, oui, essentiellement une énigme, et ce n'est pas facile pour l'Occident, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les États-Unis, en raison de leur taille, de leur importance, de leur poids et de tout cela, ont évidemment une issue. C'est juste que les Américains ne savent pas comment l'emprunter. Mais l'Europe, elle, c'est fini, c'est terminé. Aucune perspective. Qui représente réellement la Russie dans les négociations avec les États-Unis? Est-ce Kirill Dmitriev? Est-ce le ministre russe des Affaires étrangères? Et comment voyez-vous la relation entre les deux? Parce que beaucoup de gens disent que, puisque Steve Witkoff est d'une certaine manière impliqué dans les affaires, Kirill Dmitriev pourrait bien le comprendre. Oh, ils se connaissent. Ils se connaissent depuis de nombreuses années. En fait, Dmitriev, lorsqu'il était aux États-Unis, travaillait avec Witkoff dans la même entreprise, quoi qu'ils y faisaient. Donc ce sont des amis, ils se connaissent vraiment très bien. Dmitriev, évidemment, étant là, n'est pas vraiment un homme d'affaires, honnêtement. C'est le responsable du Fonds russe d'investissement direct, qui est essentiellement un programme gouvernemental. C'est une somme d'argent gigantesque, et ils l'investissent directement dans tous les projets essentiels dont la Russie a besoin. Donc ils se connaissent. Et Witkoff, évidemment, contrairement à Trump, a une certaine compréhension des choses. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils l'attaquent, non? That's why they were attacking him, right? Oui, c'est pour ça qu'ils l'attaquent. Ils ont donc un rapport entre lui et Dmitriev. Mais n'oublie pas que ce soit Dmitriev ou Witkoff, ce sont simplement des envoyés spéciaux. C'est comme si Poutine ou Trump disaient « D'accord, Kirill, tu es maintenant un envoyé spécial. Voici le plan. Voilà ce que nous voulons voir. Va parler à Witkoff. » Et ils se parlent entre eux. Mais comme Sergei Lavrov l'a déclaré il y a quelques jours, tout récemment, il a dit « Oui, nous avons un canal de communication. Il n'y a pas de discussion en cours, mais nous avons le canal. Donc oui, Witkoff et Dmitriev servent un peu d'intermédiaire. Et Witkoff, évidemment, est autorisé à entrer au Kremlin. Il est autorisé à transmettre certains messages de Trump. Sinon, comme tu l'as vu toi-même, ils feront fuiter ce qu'ils veulent. Et certaines de ces fuites peuvent être complètement inventées. Je veux dire, c'est ce que ces gens font. Ils sortent des choses de leur chapeau et les présentent comme des faits. Donc, tout ce qui vient, disons, de Bloomberg ou du New York Times, la plupart du temps, ce sont des mensonges. La plupart du temps, c'est une opération d'influence menée par la CIA ou par ceux qui contrôlent ces perdants du Wall Street Journal ou d'ailleurs. Dans ce cas précis, les Russes savent donc parfaitement qu'ils peuvent parler à Witkoff. Mais comme M. Ryabkov l'a déjà déclaré, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Point final. C'est comme quand on en parle. Les Russes coupent court en disant non, c'est fini. N'en parlons plus, ça ne nous intéresse pas. C'est encore une fois, comme je l'ai déjà dit, à propos des eaux administratives de ces 4 oblasts. Plus personne ne parle de la Crimée, même pas les médias. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a ces 2 objectifs politiques assez intéressants, la démilitarisation et la dénazification. Ce que nous observons maintenant ne concerne donc pas seulement la démilitarisation de l'Ukraine, elle a été démilitarisée. C'est une structure virtuelle désormais, plus un territoire réel.
Elle dépend entièrement du soutien financier et technologique de l'Occident. Il s'agit de la démilitarisation, et en réalité, de la démilitarisation de l'Occident. Et à l'heure actuelle, alors que je le dis, les États-Unis et surtout l'Europe ont été largement démilitarisés. Ils n'ont tout simplement pas les ressources, à moins que les États-Unis ne décident, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, de littéralement puiser dans les unités de première ligne, la 4e blindée, la 82e, la 111e, et de dire « Très bien, nous allons prendre tout votre matériel, votre structure organisationnelle, et le transférer sans le personnel à l'Ukraine. » Eh bien, cela créerait même aux États-Unis un scandale d'une ampleur inimaginable, car cela reviendrait essentiellement à désarmer l'armée américaine. Cela signifie littéralement abandonner leurs armes, et ils ne peuvent pas le faire. À part cela, ils n'ont pas grand-chose à attendre, car les États-Unis ne peuvent pas produire correctement. D'abord, les États-Unis ne produisent pas de chars de combat principaux. Il n'y a pas d'Abrams en production. Ils ont quelques projets, mais, soit dit en passant, les frégates Constellation ont été annulées hier. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les plans. Ils disent avoir des plans, mais tout ce qui continue actuellement rencontre, je veux dire, d'énormes problèmes. Que ce soit le tout dernier projet qu'ils essayent de construire, le sous-marin stratégique lanceur d'engins de la classe Columbia, ils finiront par y arriver. Les États-Unis possèdent encore une expertise considérable dans la construction de sous-marins. Mais en ce qui concerne la marine, elle devient obsolète. Littéralement, la flotte de surface, à l'exception des forces sous-marines américaines, devient obsolète dans la guerre moderne. Et donc, si l'on commence à y regarder de plus près, c'est comme ça. Quant à l'Europe, oui, ils ont signé un protocole d'accord avec la France selon lequel l'Ukraine, dans 10 ans, achètera 160 de ces appareils. La France peut probablement en produire environ 5 par an, donc bonne chance. Que puis-je dire? C'est une folie totale, je veux dire, ces gens-là. Et encore une fois, les régimes, l'Europe devient totalitaire. Une Europe unifiée devient un État totalitaire. Et la situation va empirer pour l'Europe.